Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier grand tournoi de l'histoire. Nous allons passer ensemble 2 heures pour jouer, nous amuser, nous détendre tout en apprenant des choses et en révisant, pour les plus forts, toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur l'histoire de France et l'histoire tout court, et même celles auxquelles vous n'aviez pas pensé. Bref, une émission pour les curieux et pas seulement pour les grosses têtes. Quelques chiffres pour vous permettre de découvrir cette grande soirée et mieux y participer en jouant avec nous. Tout d'abord le jeu, 56 candidats qui répondront à 56 questions en 3 manches. Ils représentent 14 régions, les 13 de France 3 et une de RFO. Aujourd'hui, la Réunion. Et à la fin de cette soirée, eh bien, vous connaîtrez tout simplement la région gagnante et le grand champion de notre tournoi de l'histoire. Alors, on va tout de suite vous parler Internet. Et ça, c'est Vanessa qui s'en occupe. Exactement, puisque vous aussi, à la maison, vous pouvez jouer en simultané avec nous en vous connectant au www.france3.fr. Vous répondrez exactement aux mêmes questions que nos candidats. Et qui sait, le meilleur d'entre vous sera peut-être qualifié pour le prochain grand tournoi de l'histoire. En tout cas, c'est maintenant qu'il faut aller sur Internet si vous voulez que vos points soient comptabilisés. Et maintenant, nos candidats. Et oui, outre les régions qu'ils défendent, ils sont répartis en 4 catégories. Pour cette grande soirée, nous avons tout d'abord les élèves des grandes écoles avec ce soir les écoles centrales. Ils sont déjà très motivés. S'ils sont aussi bons qu'ils font du bruit, ça va être une belle performance. Nous avons également les téléspectateurs qui se sont qualifiés sur Internet pour participer au jeu. Et puis les personnalités invitées ce soir, vous savez, elles ont toute une région qui leur tient à cœur et elles vont défendre les couleurs de cette région. Nous sommes très fiers d'avoir parmi nous Michel Meyer pour l'Alsace, Françoise Laborde, Hermine de Clermont-Tonnerre. Nous avons Mathieu Delarive pour la Corse, Françoise Vergès pour la Réunion, Ève Ruggieri pour le Limousin Poitou-Charentes, qui l'eût cru, Sophie Talman pour la Lorraine Champagne-Ardenne. Oh là 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 là. Vous êtes venus avec votre famille? Ah oui, d'accord. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, hein. Isabelle Alonso pour la Méditerranée. Nicole Croisy pour le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie. Anne Roumanoff, toujours de Rouge-Véty, pour la Normandie. Olivier Mine pour l'Ouest. Lui aussi assez fidèle, j'ai l'impression. Stéphane Bern pour Paris-Île-de-France Centre. Éric Emmanuel Schmitt pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et enfin, Jean-Luc Moreau pour le Sud. Et enfin, dernière catégorie de candidats, les lycéens de terminale. Ce qui me permet de vous dire que nous avons travaillé avec le soutien et le concours du ministère de l'Éducation nationale et que ce grand tournoi a lieu aussi grâce à la complicité et à l'appui de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Allez. Ils seront les juges de paix de cette émission et nous ont aidés à vous mitonner des questions pas toutes faciles, vous allez voir, et parfois même assez gratinées. Voici notre comité d'experts. Hélène Papadopoulos, elle-même membre de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, enseignante au lycée Victor Duruy de Paris. Jacques Marseille, professeur d'histoire économique à la Sorbonne. Antoine Rollet, lui aussi historien, éditeur et grand spécialiste de la gastronomie, ce qui peut peut-être commencer à vous donner une indication. Et enfin, Fabrice Dalméda, qui dirige l'Institut d'histoire du temps présent. Vous pouvez les applaudir maintenant pendant que vous les trouvez encore sympathiques. Ça va peut-être pas durer. Le grand tournoi de l'histoire se déroule en 3 parties. Au cours de la première partie, nos 56 candidats vont devoir répondre à 5 séries de questions regroupées en 5 grands thèmes. Leur objectif, accumuler le plus de points possible. Et maintenant, place au jeu. La première série de questions ce soir
vous l'avez peut-être compris, est consacrée à la gastronomie des fêtes. Je vous propose de vous mettre l'eau à la bouche en vous proposant un petit voyage culinaire, direction le château de Chantilly. Imaginez Yves, ça devrait vous plaire. 3 jours et 3 nuits d'un festin qui en ferait rêver, pâlir d'envie plus d'un. Écoutez et découvrez ce destin tragique. Le château de Chantilly, résidence des princes de Condé. En avril 1771, Vatel est chargé d'y organiser une somptueuse réception en l'honneur de Louis XIV. Les festivités vont durer 3 jours. C'est un contexte politique important pour le Grand Condé qui, après avoir trahi la cause royale, avoir été déchu de ses biens, condamné à mort, a vécu plusieurs années exilé à Chantilly. Donc c'est la première fois qu'il va être amené à recevoir le roi. C'est la période du retour en grâce. Donc c'est un événement politique très important et le Grand Condé ne veut pas faire d'erreur dans cette réception magnifique qui doit être offerte à la cour. À la politique s'ajoute la pression des délais. Il n'a que 15 jours pour préparer cette fête. Selon Madame de Sévigné, Vatel travaille jusqu'à l'épuisement. Il va s'agir de recevoir 2000 personnes ici appartenant à la cour de Louis XIV. Tout organiser, loger, nourrir, amuser. Feux d'artifice, illumination, promenade, chasse. Pour Vatel, le repas est fondamental. Il sait qu'il joue sa place. Au menu, un souper en gras à base de viande, 2 déjeuners et un souper en maigre avec des produits de la mer. Un festin qui demande beaucoup d'organisation. C'est l'époque du service à la française. Tous les mets doivent arriver en même temps sur la table. Il s'agit là d'éblouir les invités. Pour le repas du vendredi, catastrophe. Vatel a commandé du poisson à différents ports de France. Mais à 8 h du matin, tout n'est pas arrivé. Quand il voit, malgré toutes les précautions prises, que la marée est en retard, là, il ne résiste pas, on dirait, il craque nerveusement, et bien, il se suicide avec son épée. Par ce geste, Vatel entre dans la légende. Voilà, la première épreuve de cette soirée est donc consacrée à la gastronomie des fêtes. Question numéro 1, elle ne vaut qu'1 point. Aujourd'hui, la bûche de Noël est symbolique des fêtes de fin d'année. Inventée en 1945, elle peut se décliner sous toutes les formes et tous les goûts. Mais pourquoi le choix d'une bûche? C'est vrai que c'est une bonne question. Réponse violette. En gage de bon augure, chaque famille doit faire brûler une bûche à partir du 24 décembre, et ce jusqu'au jour de l'an. Réponse orange. Pendant la Grande Guerre, dans les tranchées, on brandit une bûche pour annoncer la trêve de Noël. Réponse rouge. Au Moyen-Âge, le Seigneur offre une bûche à chacun de ses sujets le soir de Noël. Enfin, réponse jaune. Le soir de Noël, un gros bûcher est organisé sur la place de certains villages. Jouez. Fin des votes. On va donc passer maintenant à la seconde question. C'est la question numéro 2 et elle vaut 2 points. Dans la tradition chrétienne, la messe de minuit est précédée d'un jeûne et suivie d'un repas gras appelé réveillon. Depuis quand la veille du jour de l'an est-elle aussi l'occasion d'un réveillon? Réponse violette, depuis l'Antiquité. Réponse orange, depuis le Moyen-Âge. Réponse rouge, depuis l'Empire. Réponse jaune, depuis le XXe siècle. Jouez. Fin des votes. Troisième question, celle-ci vaut 3 points. Guillaume Tirel sert à la Maison de France pendant 66 ans, ce qui constitue un record. Il cuisine pour les rois de France Philippe VI et Charles V. Il est aussi l'auteur probable du Viandier, l'un des tout premiers livres de recettes. Sous quel nom est-il plus connu? Réponse violette, Roya Savarin. Réponse orange, Taïwan. Réponse rouge, Carême. Réponse jaune, Vatel. Votez. Fin des votes.
Question numéro 4, logiquement, elle vaut 4 points. L'invention à la fin du XVIIe siècle de la méthode champenoise est attribuée à Dom Pérignon. Moine bénédictin de l'abbaye de Hautvillers, il serait aussi à l'origine de l'emploi du bouchon de liège. Mais la légende dit que l'on doit la forme de la coupe de champagne à une femme. Elle aurait été moulée sur son sein. De qui s'agit-il? Réponse violette, Madame de Pompadour. Réponse orange, Madame de Sévigné. Réponse rouge, Marie-Antoinette. Réponse jaune, Madame Royale. Jouez. Ils sont très concentrés en tout cas. Fin des votes. Enfin, dernière question de cette première série. Elle vaut cette fois-ci 5 points. Question numéro 5. En 1621, les pères pèlerins célèbrent le premier Thanksgiving pour remercier les Indiens de les avoir aidés pour leur récolte. De nos jours, les Américains mangent de la dinde et de la purée ce jour-là, qui instaure le 4e jeudi de novembre comme journée nationale de Thanksgiving. Réponse violette, George Washington. Réponse orange, Thomas Jefferson. Réponse rouge, Abraham Lincoln. Réponse jaune, Franklin Delano Roosevelt. Jouez. Fin des votes. Et donc fin de cette première manche. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. D'abord, la première question, elle concernait la bûche de Noël. On va regarder tout de suite vos votes en couleur. Waouh! Beaucoup Oula. de violet. Hein. Beaucoup de violet. Alors, est-ce que vous avez eu raison? Le violet est assez présent. Eh bien oui, vous avez eu raison. C'est effectivement la réponse violette. En gage de bon augure, chaque famille doit faire brûler une bûche à partir du 24 jusqu'au jour de l'an. Alors, Anthony Rollet, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bûche de Noël? Qu'elle rassure. C'est la raison pour laquelle elle doit brûler pendant 8 jours, parce qu'on est juste au moment d'un retournement, c'est-à-dire que le solstice apparaît et l'année change au 1er janvier depuis le 5e siècle. Donc il faut se rassurer religieusement. Donc on baptise avec du vin blanc en général la bûche, et surtout on ne s'assoit pas sur la bûche, sinon ça porte malheur à la santé et aux récoltes. Très bien. Deuxième question qui concernait le réveillon du 31 décembre. Depuis quand existe-t-il? On va regarder tout de suite ce que vous avez répondu. Montrez-moi un bel arc-en-ciel. Allez. Beaucoup de jaune. Et pour cause, ils ont l'air doués. Hein. Ouais. Effectivement, la réponse jaune est la bonne réponse. Bravo. Depuis le XXe siècle. Anthony Rollet a l'air admiratif. Voilà. C'est pas souvent, hein, parce que C'est rare, mais... c'est pas ce que me disent vos élèves à Sciences Po. Non, mais il faut les encourager, on est Ah au bon. début de la soirée. Allez, on va amener la troisième réponse. Troisième réponse qui concernait le cuisinier l'auteur Du viandier. Ouais. La bonne réponse, c'est la réponse orange et c'est Taïwan. Jacques Marseille. Ce viandier est apparemment publié en 1368, Ouais. sous le règne d'un grand roi, peut-être le premier grand roi qui établit notre modernité, c'est le roi Charles V, qui est appelé le Sage, qui est aussi le premier roi à porter des lunettes. On le voit représenté avec des lunettes, il en avait 4 paires. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on disait qu'il n'aimait pas la viande et qu'il n'aimait pas le vin. Donc c'est un roi qui en même temps était très austère, et la curiosité, c'est que ce viandier est publié sous son règne. On va passer à la réponse pour la 4e question. Quelle est cette femme dont le sein a inspiré la coupe de champagne? Voyons la mosaïque de vos réponses. Beaucoup de violet. Et visiblement, cette question en a inspiré plus d'un et plus d'une. En tout cas, la bonne réponse était la réponse violette, Madame de Pompadour. Je ne sais pas où vous en êtes chez vous, mais en tout cas, ici, ils ont l'air de suivre. Hein. La réponse à la question numéro 5. Alors, à quel président doit-on le jour de Thanksgiving aux États-Unis? Tout le monde a pu choisir sa couleur. La bonne réponse, c'est la réponse jaune, Franklin Delano Roosevelt. Et ils ne sont pas nombreux à avoir trouvé la réponse. Hein. Alors, Fabrice d'Almeida. Non, il y avait un piège parce que en Voilà. fait, le 4e jeudi du mois, c'est effectivement Roosevelt, mais c'est une fête nationale beaucoup plus ancienne puisque elle est lancée par George Washington, elle est institutionnalisée à la fin du 19e siècle et vous le savez tous aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande fête familiale aux États-Unis. C'est le moment où il y a le plus grand nombre d'Américains qui décident de quitter leur maison pour aller chez les amis, pour aller en famille, et donc on évalue à peu près à 13% de la population américaine, 37 à 38 millions d'Américains, des gens qui sont sur les routes, dans les airs et sur les rails ce jour-là.
Voilà, tout ça pour manger de la dinde, hein, on est bien d'accord. Exactement. Oui, c'est intéressant la vie aux États-Unis. À l'issue de cette première série de questions, la Normandie est en tête, talonnée par le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, suivi de près par la Lorraine, Champagne-Ardenne et l'Aquitaine. Voici les leaders provisoires dans chacune des 4 catégories. Un seul d'entre eux a réussi un sans faute. Il nous vient du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Il a seulement 13 ans et totalise 15 points. En fin de jeu, le candidat au score le plus élevé remportera ce cadeau. Vous allez partir à la découverte de Saint-Pétersbourg. Grâce au CIC, vous visiterez cette véritable ville-musée située à l'embouchure de la Neva. Nous allons parler maintenant de Marie-Antoinette. Toute une série de 5 questions consacrées à Marie-Antoinette. C'était un peu son année cette année, notamment avec le succès du film de Sofia Coppola. À Versailles, le lieu qui caractérise le plus Marie-Antoinette, vous le savez peut-être, c'est le Petit Trianon. Et en tout cas, personne ne pouvait pénétrer le Petit Trianon sans son accord. Versailles. La jeune reine Marie-Antoinette veut échapper au protocole de la cour. C'est au Petit Trianon qu'elle va trouver un peu d'intimité. Bâti par l'architecte Gabriel, Louis XVI lui en fait cadeau en 1774. Au Petit Trianon, elle disait « Ici, je suis moi ». Elle voulait avoir une vie qui soit une vie privée, à l'abri des regards du public. On n'entrait là que sur ordre de la reine. C'était son domaine privé. Marie-Antoinette y impose un règlement. Cette mesure est exceptionnelle car à l'époque en France, tout se fait par ordre du roi. Alors elle accepte que l'on puisse pénétrer dans les jardins quand elle n'y est pas. Mais quand elle est là, personne ne peut y entrer, à l'exception de ses amis. La reine impose son goût. Fini les parterres classiques, place au jardin anglo-chinois. Rivières, temple de l'amour, statues en font un lieu atypique. Le Petit Trianon devient sa résidence d'été favorite. Elle choque terriblement parce que lorsqu'elle se retire à Trianon, eh bien, on s'imagine qu'il se passe à Trianon des choses qui ne sont pas forcément convenables, en particulier dans le cabinet des glaces mouvantes. On se trouvait dans un salon complètement fermé avec des miroirs tout autour de la pièce. Évidemment, cela ressemblait plus à ces petites maisons de plaisir qu'à la résidence d'une reine de France. En 1783, loin des fastes de Versailles, le domaine de la reine s'agrandit, avec le hameau, une sorte de chaumière normande. La campagne y est reconstituée de toutes pièces. Elle y fait venir un couple de fermiers et des animaux. C'est un retour à la nature. Disons que Marie-Antoinette était écolo avant la lettre, si vous voulez. Mais c'est un retour à la nature très mondain, très sophistiqué. Je me permets juste un commentaire parce que les petites glaces qui bougent dans tous les sens, c'est quand même d'un style un peu particulier, non? Ça fait un peu penser à un claque. Je sais pas, ça vous choque, Hélène Papadopoulos? Non, mais il y a de ça ou pas? Il y a certainement de ça. Parce qu'Évelyne Levert le dit avec élégance. Moi, je le fais un peu plus brutalement. Il y a de ça, tout à fait, tout à fait. Stéphane Bern, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de voir? J'adore ce petit cabinet des glaces dans le Petit Trianon. C'est vrai que c'est un endroit assez magique de voir d'abord l'ingéniosité à l'époque pour faire monter les miroirs comme ça qui cachaient la vue des uns et des autres. Évelyne Levert a raison, les rumeurs sont nées de là. Et en fait, c'est normal quand on voit ça, excusez-moi. Enfin, il y a quand même franchement, non. Vous pensez que qu'on a un esprit mal placé? Ah, je trouve qu'on a l'esprit mal placé. Ça n'a pas changé, comme quoi. Hein, on en a fait un people, cette Marie-Antoinette. Mais sans doute, elle n'a jamais dû tromper son mari. Hein. Voilà, elle aimait bien se regarder dans les miroirs, alors. C'est la version que vous gardez. Mais j'étais pas sous le lit, hein, encore une fois. On va commencer avec une question à 1 point, qui est la suivante. Dès le plus jeune âge de Marie-Antoinette, sa mère, Marie-Thérèse, caresse l'espoir de l'unir à l'héritier du trône de France à des fins diplomatiques. Lorsqu'ils se marient à Versailles, le 16 mai 1770, les époux n'ont que 30 ans à eux deux.
Quelle est la particularité de leur union? Réponse violette. Après le mariage, Marie-Antoinette retourne vivre auprès de sa mère jusqu'à ses 18 ans. Réponse orange. Pendant les 7 années qui suivent leur union, le mariage n'est pas consommé. Réponse rouge. Ils ont besoin d'un interprète pendant plus de 10 ans pour se comprendre. Réponse jaune. Le roi Louis XV meurt le soir même de leurs noces. Votez. Fin des votes. Question numéro 7, elle vaut 2 points. Je vous rappelle qu'il y aura 56 questions, 56 candidats. Ne soyez pas surpris par les numéros que je vous donne. En 1785, le complot de l'affaire du collier est déjoué. Le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, victime de la comtesse Jeanne de la Motte, est acquitté. Quel jugement est prononcé contre la comtesse, la principale instigatrice du complot? Réponse violette, elle est pardonnée par la reine et part finir ses jours au couvent des Carmes. Réponse orange, elle est guillotinée et sa tête est promenée dans les rues au bout d'une pique. Réponse rouge, elle est fouettée en public et marquée au fer rouge duvet de voleuse. Enfin, réponse jaune, elle est écartelée puis brûlée vive aux yeux du peuple. Votez. Fin des votes. Question numéro 8, elle vaut 3 points. Réputée dépensière, la reine est rendue responsable de la faillite de l'État français dont les finances sont pourtant déjà au plus bas. Elle gaspille beaucoup d'argent dans ses toilettes et son domaine du Trianon. Tout cela lui vaut un surnom. Lequel? Réponse violette, Madame Découvert. Réponse orange, Madame Déficit. Réponse rouge, Madame Faillite. Réponse jaune, Madame Dette. Jouez. Fin des votes. Question numéro 9, elle vaut 4 points. Dans la nuit du 20 juin 1791, la famille royale quitte les Tuileries en cachette. L'évasion a été orchestrée par Marie-Antoinette et Axel de Fersen. En chemin, la voiture royale fait étape dans un village où le maître des postes, Jean-Baptiste Drouet, reconnaît le roi. De quel village s'agit-il? Réponse violette, Varennes en Argonne. Réponse orange, arrêtez de crier, Sainte-Ménéhould. Réponse rouge, Montmédy. Réponse jaune, Montmirail. Jouez. Fin des votes. Question numéro 10, elle vaut 5 points, c'est la dernière de cette deuxième manche. Le 13 août 1792, la famille royale est incarcérée. C'est des fenêtres de cette prison que Marie-Antoinette verra passer la tête de son amie, la princesse de Lamballe, au bout d'une pique. De quelle prison s'agit-il? Réponse violette, la prison de la force. Réponse orange, la prison de la santé. Réponse rouge, la prison du temple. Réponse jaune, la conciergerie. Votez. Voilà, fin des votes et fin de cette deuxième manche consacrée à Marie-Antoinette. Tout à l'heure, c'est la Normandie qui était en tête. Et bien après ces résultats, on saura si elle mène toujours. Alors, la première question, Louis XV, Marie-Antoinette, un couple un peu à part. Quel était le signe particulier? On va voir tout de suite vos réponses. Et alors là, vous êtes très nombreux à avoir répondu, à avoir choisi la réponse orange et vous avez bien fait. Effectivement. Et majoritaire. Pendant les 7 années qui suivent leur union, le mariage n'est pas consommé. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé, Hélène Papadopoulos. Bon, alors, Comment est-ce possible? Voilà, comment est-ce possible? Comment est-ce 7 ans, possible? Et le couple Marie-Antoinette, le dauphin, puisqu'à l'époque, il n'est que dauphin. Eh bien, simplement parce que le dauphin souffre d'un phimosis. Donc... Alors, on va dire que c'est un problème masculin qui touche le frein. J'essaie de le dire avec des mots... royal. Le frein royal, bien entendu, oui. Tout à fait. Et le roi Louis XV presse constamment le dauphin de se faire opérer,
faut avouer qu'il a peur. Hein. Il n'a vraiment pas confiance dans les médecins de son époque. L'idée de se faire opérer peut-être plus ou moins par des charlatans. On a tous quand même un peu l'image des médecins avec le Malade imaginaire et Molière. Mais enfin, au bout de 7 ans, quand même, il se décide à se faire opérer et le mariage peut être consommé. Il faut rappeler quand même que le futur roi a 16 ans au moment de son mariage, Marie-Antoinette a 14 ans. Et pendant 7 ans, l'objet va être le ragot de toute la cour, de toute l'Europe, de tout Paris. En plus, ce futur roi est mal aimé. Il est mal aimé de son grand-père, Louis XV, qui lui est plutôt un fougueux plutôt qu'un empêché. Et je veux dire qu'il a conscience en fait d'être un roi mal aimé. Et finalement, c'est pas un roi pire que les autres, mais on peut dire que c'est un roi qui commence mal un règne à une époque importante. Il n'a pas eu de chance. Ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que c'est le beau-frère qui est arrivé de Vienne, le futur Joseph II, qui est venu dire à son beau-frère, bon maintenant il faut quand même que tu assures, quoi. Donc ils lui ont dénoué l'aiguillette, comme on dit vulgairement, et donc il s'est fait opérer finalement. Il a pu honorer la reine parce qu'il y avait la paix entre la France et l'Autriche. Il faut rappeler que Choiseul, c'était la politique de Choiseul qui avait fait en sorte le rapprochement entre la France et l'Autriche. Et il fallait qu'il y ait un héritier à tout prix pour que cette paix puisse être consolidée. Bon alors c'est parfait. Allez, on passe à la réponse de la question numéro 7. Qui concernait le jugement de Jeanne de la Motte. Tout de suite, vos réponses. Beaucoup de violet, un peu de rouge. La réponse violette, eh bien non, ça n'est pas la réponse violette, la bonne réponse. La bonne réponse est la réponse rouge. Elle est fouettée en public et marquée au fer rouge du V de voleuse. Alors, elle est fouettée en public et marquée au fer rouge du V de voleuse. Fabrice d'Almeida. On aurait pu procéder pratiquement par élimination parce que gracier, c'était pas évident étant donné que l'escroquerie impliquait la reine. La deuxième solution, la guillotine, ben non. Donc ensuite, il y avait éventuellement l'écartelé, mais l'écartelé c'est pour les très grands crimes, et malgré tout ça n'était qu'une escroquerie. Donc déjà fouetter et marquer au fer, c'était la logique de l'époque, c'était marquer les corps en espérant qu'en contraignant le corps, on changerait l'âme. C'est un petit peu loin de nos châtiments, enfin j'espère. On passe maintenant à la question numéro 8, la réponse. Quel était le surnom de Marie-Antoinette la dépensière? Qu'avez-vous répondu? On regarde tout de suite les couleurs. Ça, c'est assez bien réparti. Oui. Beaucoup de rouge quand même. Beaucoup de rouge. Rouge et orange. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse orange, Madame Déficit. On a de très bons résultats, notamment dans l'équipe normande. Alors, je voulais poser une question à Quentin. Louis XVI, Marie-Antoinette, cette période, ça vous inspire? Quelle est, vous, votre discipline de choix? Les rois de France. Les rois de France? Donc, on est chez vous. Ouais. Vous apprenez des choses? Oui. Ah, ça, c'est très bien. Parmi les centraliens, est-ce que quelqu'un a envie de réagir pour l'instant au résultat? Je sais pas, tout là-haut. Mélina? En fait, c'est vrai que ce soir, on a beaucoup de questions sur l'histoire de France. Et moi, ma spécialité, c'était plutôt l'Antiquité. Donc, pour l'instant, c'est pas trop tombé dans le mille. Ça va peut-être venir, on va voir. Ça va peut-être venir. Mélina, je rappelle que vous appartenez à l'équipe alsacienne. On continue les réponses. Alors, la réponse 9 concernait le village dans lequel la famille royale a fait étape en 1791. On a les réponses en couleur. Beaucoup de violet, largement. Vous pensez donc, la plupart d'entre vous, que la bonne réponse est Varennes en Argonne? Eh bien non. Désolé. Et non. C'était un piège. C'était un piège. La bonne réponse, c'est la réponse orange, Sainte-Ménéhould, et ils ne sont pas nombreux. Hélène Papadopoulos. Oui, simplement, s'il fallait faire attention au libellé de la question, il était bien précisé où Louis XVI avait été reconnu et non pas arrêté. Louis XVI qui voyage avec des faux papiers, qui est un intendant, il est censé être un intendant d'une comtesse qui est dans la berline. Alors déjà, l'intendant, il voyage dans la berline. Donc il y avait déjà une rumeur qui s'était amplifiée. Et donc là, il a faim, Louis XVI, il a un bon coup de fourchette et il commande une omelette de 2 douzaines d'œufs. Bon, imaginez la tête de l'aubergiste. Bon, c'est quand même commun de commander une omelette de 2 douzaines d'œufs. Bon appétit. Donc, oui, bon appétit. Il avait bon appétit. Donc, cela étant, effectivement, il a tout fait pour se faire remarquer. Et quand il quitte Sainte-Menehould avec les personnes qui l'accompagnent, donc entre autres la reine et le dauphin, il est évident que Drouet prévient le village suivant et il est arrêté à Varennes en Argonne. Ils sont arrêtés à Varennes. Et donc j'ai bien retenu, on prononce Sainte-Menehould. Sainte-Menehould. Bon, voilà, parce que ça énerve ceux qui y habitent quand on prononce mal, parce que j'ai déjà fait au moins... Les cuisiniers, si on reste dans la cuisine, la spécialité de Sainte-Menehould, c'est les pieds de porc. Les pieds de porc. Voilà. Jacques Marseille, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un tournant de notre histoire quand même. Parce que sans cette fuite à Varennes, peut-être que la France serait aujourd'hui
c'était peut-être le rêve des Français, une monarchie constitutionnelle. Il faut rappeler que l'année précédente, il y avait eu la fête de la Fédération, où il y avait une sorte de réconciliation entre le peuple et son roi. Mais un roi qui devenait étranger à son pays. Et finalement, avec cette fuite, les historiens disent que peut-être il est mort pour la première fois le 20 juin 1791 et a enterré ce rêve d'une monarchie constitutionnelle. C'est vraiment une grande date de notre histoire. On va passer à la dernière réponse de la question numéro 10. Dans quelle prison Marie-Antoinette est-elle incarcérée en 1792 ? Attention, les réponses en couleur. Là, il n'y a pas vraiment de mosaïque, là c'est vraiment ou rouge ou jaune quasiment. Il n'y a que 2 réponses violettes. Eh bien la bonne réponse, c'est la réponse rouge, la prison du Temple. Et Stéphane Bern est très content. Il a eu tout bon là, je crois. Il a fait 5 bonnes réponses à mon avis. Anthony Rollet. Oui, il y avait là aussi, voilà, on était dans là le piège. aussi, il y avait un piège, voilà. Puisque tout le monde, enfin, on pouvait penser spontanément à la conciergerie, mais en fait, la prison du Temple était une prison d'État depuis que justement les Templiers, qui en avaient fait au XIVe siècle leur palais, l'avaient expérimenté à leurs dépens. Et cette prison avait été transformée après en palais, en abbaye, et il restait plus, on croit que c'est une énorme prison. En fait, il ne reste plus qu'un donjon et 4 tours. Ce qui explique qu'elle peut voir à l'extérieur, et d'ailleurs que, contrairement là aussi à la légende, Marie-Antoinette n'est que le numéro 262 sur la liste d'écrou, ce qui laisse à penser qu'il y avait moins de gens au temple en tous les cas, qu'on a bien voulu le dire dans la légende. Mais c'est quand même pas une partie de croquet, la période de la terreur. Voilà. Non, du tout. Mais ça fait moins de morts qu'on ne l'imagine. Ça fait moins de morts qu'on l'imagine et que cette légende qui peut aussi rester. Et ça, ce sont les historiens du 19e siècle qui étaient effectivement plus pour Danton, plus pour quelqu'un de plus modéré. On voyait Robespierre comme une brute sanguinaire et ça a duré pendant très longtemps chez les historiens. Gérard, vous nous faisiez des grands mouvements. Vous disiez bonjour à votre femme ou c'est pour nous dire quelque chose ? Non, je voulais vous dire que... Non, voilà, votre micro va être oui, ouvert. la princesse de Lamballe a été massacrée en septembre 92, mais les massacres de septembre, ce n'est pas le début de la terreur. Alors, nos experts, ils nous disent quoi quand on est mal là ? Est-ce que ça nous arrangerait ? Qu'est-ce que vous en pensez là, plutôt que de rire entre vous ? Fabrice Dalméda. Messieurs et mesdames. C'est bon, voilà, c'est la révolution. La tête de Rollet au bout d'une pique. Maman, il a mis la pâtée. On a tellement travaillé sur ces questions, si vous voulez, c'est gentil de nous mettre le... Bon, moi, je veux bien que vous réagissiez, non le point d'information que je voulais faire, c'était la comparaison la terreur et la commune. Bon, c'est simplement, quand on parle victime, c'est-à-dire d'essayer de détruire un peu cette idée que la Révolution n'a fait que couler le sang systématiquement, sans se rendre compte qu'on a des épisodes beaucoup plus sanglants dans notre histoire. C'était juste le but de mon intervention. Est-ce qu'on a d'autres révoltés ? Bah voilà, Isabelle Alonso. Non, je voulais juste faire remarquer que c'était peut-être que pendant la terreur, on a tué des aristocrates, alors que pendant la commune, on a tué des ouvriers, des pauvres gens. C'est peut-être pour ça que la mémoire n'a pas été écrite de la même manière. Je sais bien, pas seulement, mais en partie, quoi. C'est peut-être pour ça. Anthony Rollet. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oui. C'est tout à fait exact. Et on avait en plus des moyens techniques de tuer, par exemple les fusils et des premières mitrailleuses qui permettaient d'être, entre guillemets, beaucoup plus efficaces. Et ça n'était que le début. Oui. Alors, il y a une petite cocasserie, c'est que la personnalité qui est en tête du classement pour l'instant, c'est le voisin de Stéphane Bern, en l'occurrence Éric Emmanuel Schmitt. Donc, il est très bon, et il est peut-être un peu copieur. Dites-nous, Éric Emmanuel. C'est Marie-Antoinette qui m'a fait tomber avant, puisque j'ai cru que le saint, c'était son saint qui avait donné l'empreinte. Donc, je suis content de m'être rattrapé. Mais Stéphane m'a aidé sur une question. J'aurais dû l'aider sur celle où il est tombé. C'est très drôle, il y a un point qui vous sépare. Donc voilà, il a été généreux, mais pour l'instant, vous avez un point de plus que lui. On va faire un point sur les scores. À la suite de cette deuxième série de questions, la Normandie reste toujours en tête, mais apparaissent déjà dans son sillage Paris-Île-de-France Centre, La Réunion et le Nord-Pas-de-Calais Picardie. Chamboulement en tête de toutes les catégories, de nouveaux leaders apparaissent, mais rien n'est encore joué. Anne Roumanoff est dépassée par Éric Emmanuel Schmitt. Quant au futur vainqueur de la catégorie téléspectateurs, il repartira avec ce cadeau. Le CIC vous offre un séjour à Prague pour 2 personnes. Vous emprunterez le pont Charles et marcherez sur les traces de Rodolphe II, l'empereur alchimiste.
C'est à vous. Les jeux SMS, vous savez que de chez vous, vous pouvez jouer avec nous pour remplacer, attention, Yves, qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne un écran plat de 107 cm tout de même, ce qui serait plutôt pas mal pour regarder le prochain grand tournoi de l'histoire. Et pour ça, il faut répondre à cette question. Le 16 octobre 1793, se sachant condamnée, Marie-Antoinette écrit une dernière lettre de sa cellule. À qui cette lettre est-elle adressée? Réponse 1, Madame Elisabeth. Réponse 2, Danton. Vous pouvez appeler au 32 43 ou alors taper 1 ou 2 au 63 003. Le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Bonne chance à tous. Et nous allons passer à notre troisième série de questions de l'émission. Elles porteront ces questions sur la monnaie. Oui, la monnaie, ça parle à tout le monde. Oh oui, ça nous évidemment. intéresse. Oui. Et alors Yves, si je vous dis frapper la monnaie, ça vous dit quelque chose? Boum, boum, boum. Boum, 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 oui. On va voir plus de détails dans le Allons-y. reportage. C'est parti. Paris, face au musée du Louvre, l'hôtel de la monnaie. C'est ici que chaque année, l'État fixe un programme de frappe de monnaie en euros en fonction des besoins de l'économie française. Dovzera en est le directeur. Ce matin, il nous emmène dans l'atelier de gravure. Monsieur Thébault, bonjour. Vous êtes au sein des saints. C'est de là que tout démarre. La première technique de la fabrication de monnaie est ce qu'on appelle la frappe au marteau, c'est-à-dire que ces outillages étaient gravés à la main. Le graveur venait sculpter l'image à reproduire sur la pièce de métal. Donc on met la rondelle de métal, ainsi. Alors on venait coincer sur un billot la partie basse de l'outillage, le monnayeur tenait la partie haute de l'outillage et il frappait au marteau. Cette frappe manuelle est limitée. À la Renaissance, de nouvelles techniques apparaissent. Le roi Henri II va décider une action assez extraordinaire dans l'histoire de France à l'initiative d'un roi. Il va envoyer des ambassadeurs partout en Europe pour voir la concurrence. Et un de ces ambassadeurs, Charles de Marsillac, va découvrir à Augsbourg un orfèvre monnayeur du nom de Max Schwab qui développe la mécanique du balancier. Avec ces techniques, la monnaie est de meilleure qualité, la contrefaçon plus difficile. Sous le règne de Louis XIV, elle est imposée dans l'ensemble du royaume. Le principe, c'est que vous avez une force mécanique qui va venir actionner une roue à vis. Et donc, vous placez les outillages ici, la rondelle de métal au centre, et vous allez venir serrer et faire la frappe. Alors, bien entendu, vous allez avoir une plus grande régularité que celle que vous aviez avec la frappe au marteau. Et donc, au XIXe siècle, nous allons passer de cette frappe mécanique à la frappe électromécanique avec des presses comme celle-ci. Aujourd'hui, les presses frappent jusqu'à 800 coups minutes. Chaque jour, 6 millions de pièces sont fabriquées à l'usine de Pessac en Gironde, dont 3,5 millions pour des États étrangers. Fondamentalement, on reste toujours dans un métier d'art, dans un métier de précision, dans un métier manuel, quel que soit l'apport et l'utilité de la machine. Et nous allons commencer cette troisième manche consacrée à la monnaie. Première question, question numéro 11, qui vaut 1 point. Crésus règne sur la Lydie, province d'Asie mineure, de moins 561 à moins 546. La légende raconte qu'il doit sa richesse à une rivière pailletée d'or qui baigne Sardes, sa capitale. Comment s'appelle cette rivière? Réponse violette, Fortune. Réponse orange, Pactole. Réponse rouge, Trésor. Réponse jaune, Pépite. Votez. Fin des votes. Question numéro 12, elle vaut 2 points. Remarquablement stable depuis 1803, le cours du franc connaît une chute vertigineuse à la suite de la Grande Guerre et des dépenses qu'elle a entraînées. Quel ministre des Finances stabilise cette chute en dévaluant le franc de 80% de sa valeur, créant ainsi le franc à 4 sous? Réponse violette, Raymond Poincaré.
Réponse orange, Antoine Pinet. Réponse rouge, Paul Reynaud. Réponse jaune, Paul Doumer. Votez. Fin des votes. Question numéro 13, elle vaut 3 points. Jusqu'en 2001, la drachme est la monnaie grecque. À l'époque antique, il s'agit d'une monnaie athénienne. C'est pourquoi l'animal qui orne certaines pièces est le symbole de la déesse Athéna. Il figure d'ailleurs aujourd'hui sur la pièce grecque d'1 euro. Mais de quel animal s'agit-il? Réponse violette, la chouette. Réponse orange, le faucon. Réponse rouge, le python. Réponse jaune, le tigre. Votez. Fin du vote. Question numéro 14, elle vaut 4 points. Le premier franc est frappé pour payer la libération d'un roi de France qui a été fait prisonnier. On l'aurait appelé ainsi parce que franc veut dire libre. Ce roi est représenté à cheval et en armure sur cette pièce. De quel roi s'agit-il? Réponse violette, Clovis. Réponse orange, Saint-Louis. Réponse rouge, Philippe IV le Bel. Réponse jaune, Jean II le Bon. Votez. Fin des votes. Il faut Isabelle Alonso qui s'amuse. Question numéro 15, elle vaut 5 points. Né en 1783, Simon Bolivar est surnommé El Libertador. Après de longues luttes contre la domination espagnole, il libère le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie et crée la République de la Grande Colombie. De nos jours, quel pays a pour monnaie le bolivar? Réponse violette, le Venezuela. Réponse orange, la Colombie. Réponse rouge, l'Équateur. Réponse jaune, la Bolivie. Votez. C'est donc la fin du vote. On va passer maintenant aux réponses. Réponse, absolument. Alors, la 11e question. À quelle rivière Crésus doit-il sa fortune? Des réponses en couleur, beaucoup de réponses orange. Et pour cause, c'est la bonne réponse. Pactole pour la réponse orange. Jacques Marseille, alors. Eh bien, au sein du fleuve Pactole, il y avait des paillettes d'or qui ont servi à fabriquer les premières monnaies. Et c'est dans la Lydie de Crésus que probablement aujourd'hui on date le premier monnayage dont nous avons vu tout à l'heure les images, des premières pièces d'or et d'argent. C'est une révolution parce qu'autrefois, pour faire les échanges, il y avait soit du troc, soit ce qu'on appelle des monnaies marchandises, qui avaient des marchandises qui servaient de monnaie, par exemple le bœuf, qu'on appelle pecus en latin, qui a donné pécunier, pécuniaire. La réponse à la question numéro 12. Alors, à qui doit-on le franc à 4 sous? Quel ministre de l'économie en est responsable? On regarde tout de suite ce que vous avez répondu. Eh ben voilà. Il y a pas mal du tout. Il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de violets. Hein. Oui, vous avez la bonne réponse, Sophie Talman. Vous Effectivement. Réponse violette, Raymond Poincaré. Jacques Marseille, c'est toujours avec vous, hein, bien entendu, les questions de monnaie. Alors, on n'imagine pas le trouble qu'a pu représenter pour les Français cette formidable vie chère qui s'ensuit après la Première Guerre mondiale. On l'a rappelé, depuis 1803, le franc avait le même pouvoir d'achat. Il n'avait jamais été modifié, jamais été dévalué. C'est-à-dire pendant plus d'un siècle. D'ailleurs, dans les dictionnaires, avant la Première Guerre mondiale, au mot inflation, il y avait enflure, terme pathologique, peu usité. Et donc, vous voyez qu'après la guerre, alors là, ça se déchaîne, les prix sont multipliés par 5 en quelques années. La réponse à la question numéro 13. Alors, sur les pièces grecques, quel animal trouve-t-on? Quel est cet animal? Alors là, c'est quasiment unanime. Réponse violette. Bravo, c'est effectivement la réponse violette avec la chouette. À part Olivier Mille et Nicole Croisy, ils passent tous leurs vacances en Grèce, je pense. Apparemment, c'est la seule explication. Réponse à la question numéro... Non, Hélène Papadopoulos, avec un nom pareil, c'est le moment. Hein. Oh là. Oui, quand même. Alors, en Grèce ancienne, il n'y a ni or, ni électron, c'est-à-dire ni alliage naturel or-argent, comme avait Crésus, que Jacques, mon collègue, vient d'évoquer. Alors, il y a du fer,
Donc la première monnaie, ce qui va servir de monnaie, ce sont des broches en fer, des broches à rôtir. Et 6 broches, et la broche on l'appelle un lobelos, on en a 6, c'est ce qu'on tient dans la main, c'est une dracmée. Donc là vous avez l'origine de 2 pièces. Pardonnez-moi, des broches à viande? Oui, des broches à souvlaki, à grillade. Absolument. Donc c'est un obelos, vous avez 6 obéloïs dans la main, dans votre drachmée. Donc on a l'origine de 2 mots, l'obol et la drachme. On va passer maintenant à la question numéro 14. Alors, quel est ce roi À la réponse, pardon. que l'on trouve sur la pièce de 1 franc? On voit bien vos couleurs, vous avez quasiment tous la bonne réponse. C'est la réponse jaune, Jean de Lebon. Bien joué. Fabrice d'Almeida. Non, visiblement, la guerre de 100 ans fait encore recette, parce que bon, Jean II, c'est vraiment le moment de la guerre de 100 ans, c'est le moment où la politique rejoint la monnaie, on peut le dire. C'est cette fameuse bataille de Poitiers en 1356, au moment où ce roi, qui se veut le dernier roi chevalier, s'élance en tête de ses troupes. Évidemment, comme il est roi chevalier et que les Anglais, eux, ont compris qu'on pouvait rentrer dans un autre type de guerre, beaucoup plus souple, jouer avec les archers, ben, il se retrouve encerclé avec son fils, Philippe le Hardi, vieux dicton, père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite. Philippe le Hardi, 14 ans, qui essaye de protéger son père, et donc il est fait prisonnier. Il va être emmené à Londres et il va falloir payer une rançon pour libérer le roi. Une rançon de 3 millions d'écus d'or. Et pour payer cette rançon, eh bien, le futur Charles V va réunir à Paris les 500 plus grands du royaume pour essayer de réfléchir sur la façon de payer cette monnaie. On va créer le franc. Et c'est intéressant, ce franc qui nous rend libres. Bérénice, vous jouez pour la Lorraine, Champagne-Ardenne, et apparemment, ça ne vous a pas inspiré. Vous avez voté pour qui? Pour Philippe IV-le-Bel? Oui. Bah alors, il faut réviser ses rois et sa monnaie. Non? Bah si. C'est quoi votre discipline? Qu'est-ce que vous aimez le plus en histoire, vous? La Renaissance. Ah, bon, c'est sûr que là, pour l'instant, on n'est pas vraiment dedans. On va répondre maintenant à la question numéro 15. Quel pays a pour monnaie le bolivar? On regarde vos réponses. Beaucoup de couleurs, beaucoup de rouge, surtout. Un petit peu de jaune, mais surtout du rouge. Donc la plupart d'entre vous considèrent que le bolivar, c'est la monnaie de l'Équateur. Eh bien non. Eh non. La bonne réponse est la réponse violette. C'est la monnaie du Venezuela. Fabrice d'Almeida. Non, mais oui, enfin, juste un mot quand même. Simon Bolivar, le grand libérateur de l'Amérique latine, qui naît en 1783. Pour nous, Français, il a un charme particulier puisqu'il a fait une partie de ses études en France. Il y est passé au tout début de l'Empire, en 1804. Et puis donc, il repart vers l'Amérique latine où il va libérer la Colombie, la Bolivie, le Pérou. Il y a 2 pays d'Amérique latine qui ont une monnaie qui rappelle la sienne, le Venezuela, comme on vient le voir avec le Bolivar. Et puis, il y a aussi le Boliviano, qui est la monnaie de la Bolivie. Merci Fabrice d'Almeida. Et bien maintenant, on va s'intéresser aux résultats. Et oui, le classement a-t-il été bouleversé? Et non, la Normandie caracole toujours en tête et creuse l'écart avec 12 points d'avance sur Paris-Île-de-France-Centre et presque 20 points sur la région Sud. Encore des changements dans les catégories avec de nouveaux leaders. Stéphane Bern a détrôné son voisin de jeu Éric Emmanuel Schmitt avec 34 points, alors que Kevin, pour les terminales, reste toujours en tête. Dans la catégorie Grandes Écoles, le futur gagnant remportera ce cadeau. Le CIC vous offre un séjour pour 2 personnes en plein cœur de la Rome impériale. Antique, médiévale, baroque, la ville éternelle n'aura plus aucun secret pour vous. On va passer maintenant à la 4e manche avec une série de questions portant sur nos présidents de la République. Vous saviez, je suppose, Yves, que le palais de l'Élysée est classé monument historique depuis 1916. Je m'en doutais, oui. Le palais de l'Élysée n'a pas toujours été un lieu aussi, disons, prestigieux. Regardez. Le palais de l'Élysée est le symbole le plus emblématique de la République. De 1848 à nos jours, 22 présidents ont foulé ces marches. Le général de Gaulle, élu président de la République, entre à l'Élysée. On compte également Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac aujourd'hui. Pourtant, ce bâtiment n'a pas toujours été la résidence officielle des chefs d'État français. Ce palais, Gabor Mester de Parajde le connaît bien.
Responsable en chef des monuments historiques, il en assure la conservation. À l'époque de sa construction, au XVIIIe siècle, le palais était en dehors de Paris. Nous sommes en pleine campagne. L'enceinte de Paris, qui est une enceinte fortifiée, explose tellement la pression démographique est forte. Et donc, petit à petit, on commence à lotir à l'extérieur de l'enceinte de Paris, hors les murs de Paris, avec des terrains qui sont libres et qui permettent de développer de grands hôtels pour les grandes familles de l'aristocratie. C'est pour le comte d'Évreux qu'en 1722, l'architecte Mollet édifie cette demeure prestigieuse. La marquise de Pompadour lui succède. À sa mort, elle le lègue à son amant Louis XV. Le palais devient résidence des ambassadeurs extraordinaires, puis garde-meuble de la couronne. Après la Révolution, l'hôtel connaît des affectations pour le moins surprenantes. Ce sont des investisseurs qui rachètent l'hôtel, le transforment en meublé. Donc on installe 15 appartements à l'intérieur du palais. Donc tout ça est découpé en rondelles, en planchers intermédiaires. Enfin, c'est un carnage total. Le rez-de-chaussée est occupé par des activités de plaisir. Donc il y a des salles de jeux, on organise des bals, le jardin est aménagé pour des fêtes foraines. Enfin, c'était un endroit pas très bien fréquenté, un lieu de perdition plus que de prestige. En 1805, un nouveau propriétaire, le prince Murat, redonne au palais sa grandeur. Il fait construire une salle de bal, aujourd'hui siège du Conseil des ministres. En 1808, Murat cède l'hôtel à l'empereur Napoléon Ier. Le palais va être le témoin des dernières heures de l'Empire. C'est ici, à l'Élysée, dans le salon d'argent, qui est dans l'aile est du palais, qu'il signe sa seconde abdication, la définitive, qui le fait partir à Sainte-Hélène. Sous la Troisième République, avec MacMahon, l'Élysée devient la résidence officielle de tous les présidents de la République. C'est vraiment le symbole, un peu comme la Maison-Blanche est le symbole des États-Unis, le palais de l'Élysée est le symbole de la présidence de la République et de la France. Je suis quand même un peu traumatisé parce que je pensais qu'on faisait une émission sérieuse sur l'histoire. On apprend qu'au Trianon, chez Marie-Antoinette, c'était pas toujours très clair avec les jeux de glace. Maintenant, si j'ai bien compris, quand même, le palais de l'Élysée a entre autres été un semi-bordel casinotier, non, Hélène Papadopoulos, non? Oh non, faut quand même pas. Qu'est-ce qui se passait au rez-de-chaussée dans la grande salle? Mais attendez, ça avait l'air agité. Ça avait l'air agité quand même. Oui, certes, mais enfin quand même, on ne peut pas considérer donc, le palais d'Élysée et la grande salle comme un lieu, je dirais, de débauche. C'est très bien, parfait. Si vous remettez les choses au point, c'est parfait. Question numéro 16, elle vaut 1 point. Félix Faure est le 6e président de la Troisième République de 1895 à 1899. Sous sa présidence, la première séance de cinématographe des Frères Lumière a lieu et le fameux J'accuse de Zola est publié dans le journal L'Aurore. Mais quelle est la particularité de ce président? Réponse violette. Il est le seul président de la République enterré au Panthéon. Réponse orange. Il est le seul président de la République décédé à l'Élysée. Réponse rouge, il est le seul président de la République à s'être marié à l'Élysée. Réponse jaune, il est le seul président de la République protestant. Votez. Fin des votes. Question numéro... Anne, vous avez l'air très perplexe, que se passe-t-il? Dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive, Anne? Mais non, mais je me concentre. Ah, c'est de la concentration. Étonnant. Question numéro 17, elle vaut 2 points. Le palais de l'Élysée, siège de la présidence de la République, est aussi l'une des résidences officielles du chef de l'État. Elles sont au nombre de 6 et le président peut y séjourner à son gré ou y recevoir des invités de marque. Lequel de ces lieux n'est pas une résidence présidentielle? Je répète, lequel de ces lieux n'est pas une résidence présidentielle? Réponse violette. Le château de Rambouillet. Réponse orange, le pavillon de la Lanterne. Réponse rouge, le fort de Brégançon. Réponse jaune, l'hôtel Marigny. Votez. Fin des votes.
Question numéro 18, elle vaut 3 points. Le lendemain de la victoire de Valmy, la Première République est proclamée en France le 21 septembre 1792. Qui est le premier homme en France à porter le titre de président de la République? Réponse violette, Maximilien Robespierre. Réponse orange, Louis-Napoléon Bonaparte. Réponse rouge, Adolphe Thiers. Réponse jaune, Léon Gambetta. Votez. Fin des votes. Je vois que vous vous soutenez dans les équipes, hein, c'est très bien. Question numéro 19. Elle vaut 4 points. Président du Conseil sous René Coty, Charles de Gaulle fait adopter la Constitution de la Ve République par référendum. Élu président de la République en 1959, il a encore recours 4 fois à cette procédure, donc le référendum. Parmi ces référendums, lequel est rejeté par les Français? Réponse violette, le référendum sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Réponse orange, le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Réponse rouge, le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Réponse jaune, le référendum sur les accords d'Évian. Votez. Fin du vote. La dernière question de cette série, c'est la question numéro 20 et elle vaut évidemment 5 points. En mai 1873, le maréchal de Mac-Mahon, soutenu par la coalition monarchiste à l'Assemblée nationale, remporte haut la main les élections présidentielles face à Jules Grévy. Quel principe relatif à l'élection présidentielle est instauré à l'occasion de son élection? Réponse violette, l'élection est fixée systématiquement au printemps. Réponse orange, l'élection au suffrage direct. Réponse rouge, le droit de vote des femmes. Enfin, réponse jaune, le septennat. Votez. Fin du vote et fin de la manche consacrée donc au président de la République. Alors, Félix Faure, quelle était sa particularité? On vérifie tout de suite en image. Alors là, il y a beaucoup de réponses orange et vous avez raison. C'est le seul président de la République qui est décédé à l'Élysée. Bravo. Et vous allez peut-être nous expliquer dans quelles circonstances, Hélène Papadopoulos. Oui, alors je vais essayer de vous expliquer parce que la mort de Félix Faure alimente aussi les gazettes. Félix Faure avait un rendez-vous galant à l'Élysée, il attendait Madame Steinlein et pour être, je dirais, particulièrement en forme, il avait pris une petite pilule, l'ancêtre du Viagra. Sur ce, l'huissier lui annonce la visite du nonce apostolique. Donc, il se doit de recevoir le nonce apostolique, il le reçoit, et une fois le nonce parti, il fait entrer la dite dame. Et comme il avait peur que le médicament ne fasse plus effet, il a repris un deuxième comprimé. Ce qui veut donc dire que son cœur n'a pas supporté. Et comme l'a dit une chronique de l'époque, Madame Stenel avait prouvé dès longtemps qu'elle abusait de sa langue, et Félix Faure la laissa causer trop longtemps. Donc, il est mort en pleine extase à l'Élysée. Donc, et ce qui a valu à Madame Stenel le surnom de la pompe funèbre. C'est vrai que l'histoire comme ça, vous voyez, on s'intéresse, quoi. On trouve des ressorts qui peuvent... qui s'appellent Alonso aussi, je crois que vous voulez réagir. Je voulais juste te dire qu'il y a quelques instants, on nous a dit que non, il n'y avait pas tellement d'histoires de fesses à l'Élysée. Et la première question, elle dément un petit peu ce que vous venez de dire. Oui, non, mais pas dans la grande salle, c'était quand même dans l'intimité, c'était pas dans la grande salle. Vous nous rassurez beaucoup. Donc, alors, simplement, pour les autres propositions, le seul président de la République qui est enterré au Panthéon, c'est Sadi Carnot. Et le président qui est protestant et le seul à s'être marié à l'Élysée, c'est Gaston Doumergue. Question numéro 17, les réponses. Absolument, et la question numéro 17 était en rapport avec les résidences présidentielles, laquelle n'en est pas une. Qu'avez-vous répondu? Bon, il y a un peu de tout, il n'y a pas vraiment de majorité. Et la bonne réponse, c'est la réponse orange, le pavillon de la lanterne. Alors, Stéphane Bern a l'air encore très motivé, là.
Ah, je suis imbattable sur les résidences présidentielles, ouais. Ça m'a toujours passionné. Allez, réponse à la question numéro 18. Quel est le premier homme en France à avoir porté le titre de président de la République? On vérifie tout de suite en image. Je crois que là, le orange domine vraiment largement. Et vous avez raison, c'est effectivement Louis-Napoléon Bonaparte. Je suis sûr qu'à la maison, vous aviez trouvé vous aussi. Jacques Marseille. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui se présente. Les conservateurs le soutiennent en disant c'est un crétin qu'on mènera. C'était la réputation qu'il avait. Et ce crétin qu'on mènera, qui apparaît pas très populaire, recueille 5 400 000 voix. Pour l'anecdote, il y avait un grand poète aussi de l'époque qui pensait avoir de grandes chances et qui s'appelait Lamartine. Et il a recueilli 15 000 voix. Bon, donc ça montre, si vous voulez, comment joue le suffrage universel. C'est un président puis un empereur qui a été mal aimé dans l'histoire à cause de Victor Hugo et dont on pense aujourd'hui qu'il a probablement été un des plus grands souverains de notre histoire contemporaine. Soyons très directs, donc c'est pas un nul, parce qu'on a quand même un peu tendance à le faire passer pour ça. C'est probablement le moins nul que l'on puisse imaginer de son temps. Il faut bien voir que pendant les 20 ans pendant lesquels il a régné, on va dire, sur la France, prenons cet exemple simplement, on a construit 20 000 kilomètres de chemin de fer pendant le Second Empire. On a transformé complètement Paris. On a créé les grandes banques. On a créé la loi sur la société anonyme. On a créé le code de la mutualité. C'est probablement pour la première fois où la France se modernise de fond en comble. Mais il a été victime de Victor Hugo, qui l'appelait Napoléon le Petit. On va répondre maintenant à la question numéro 19. Lequel de ces référendums les Français ont-ils rejeté? Qu'avez-vous répondu? Là encore, je crois qu'il y a une... On peut dire qu'il y a une majorité de réponses orange. Avez-vous eu raison? Oui, c'est bien la réponse orange. Les Français ont rejeté le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Je suis pas sûr que Nicole Croisy s'intéresse à la politique française. Quelque chose... C'est clair, hein? Oui, voilà, c'est bien. C'est très clair. Ce qui me fascine, c'est plutôt les histoires d'alcôve, comme beaucoup de gens d'ailleurs. On est tous un peu pareils. Jacques Marseille, vous avez encore quelque chose à nous dire? Il y a un lien, finalement, curieusement, entre les deux précédentes questions, entre Louis-Napoléon Bonaparte et le général de Gaulle. Après les événements de 1968, le général de Gaulle essaie de se relancer en proposant ce référendum très important, malgré le fait qu'on dit régionalisation Sénat, finalement, c'est pas si important. Et le soir même du résultat du référendum, du non, le général de Gaulle quitte l'Élysée, le soir même, à minuit. Et pourquoi le lien avec Louis-Napoléon Bonaparte? Parce que finalement, le bonapartisme, c'est-à-dire cette relation privilégiée entre un président et son peuple, quand on a cette relation privilégiée, ça exige que quand vous avez été battu lors d'un référendum, vous devez démissionner tout de suite. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle le soir même. Merci beaucoup Jacques Marseille. On va maintenant répondre à la question numéro 20. Et oui, quel principe relatif à l'élection présidentielle est instauré à l'occasion de son élection? La bonne réponse, on regarde déjà ce que vous avez dit. Réponse jaune, vraiment majoritaire. Nicole Croisy. Tout le monde ne l'a pas trouvé, pourtant c'est quand même la bonne réponse. La réponse jaune, c'est le septennat, bien sûr. Novembre 1873, c'est une date qui passe inaperçue alors qu'elle est capitale parce que, au départ, c'est une manœuvre que font les royalistes pour essayer de gagner du temps, puisque l'héritier légitimiste, un mois plus tard, le comte de Chambord, qui est en exil en Allemagne, a refusé d'abandonner le drapeau blanc pour le drapeau tricolore. Donc ils se disent, il faut mieux le laisser mourir, il est âgé, et puis on mettra un Orléans à la suite, il n'a pas d'héritier, et là on pourra rétablir la monarchie. Donc on joue la montre. On joue la montre. Manque de chance, il y a une crise ministérielle et politique qui se produit quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, et à ce moment-là, ce sont les républicains qui vont profiter de la réforme des royalistes parce qu'ils vont dire, effectivement, le septennat, c'est très bien. D'ailleurs, on va le garder. D'ailleurs, ça va être l'article 2 de la Constitution parce que ça nous garantit la stabilité, moyennant quoi les monarchistes ceinturent. Allez, on va au score? Eh oui. À la fin de cette 4e série de questions, peu de changements dans le classement. Seule la Réunion gagne 2 places et s'installe dans le trio de tête, suivi par le Sud et le Limousin Poitou-Charentes. Stéphane Bern règne toujours sur le classement des personnalités, tout comme Marie-Hélène Huard chez les téléspectateurs et Thomas Carrère pour les grandes écoles. Chez les terminales, un nouveau venu, Quentin Le Gall. S'il reste en tête jusqu'au bout, il remportera ce cadeau.
Grâce au CIC, vous enjamberez les vallons de la cité aux 7 collines, Lisbonne. Depuis la tour de Belém, vous découvrirez un panorama inoubliable. Ça va toujours bien pour vous, hein, visiblement. Je dois dire que j'ai des gens assez remarquables derrière moi et surtout Jean-Marc, avec qui je collabore énormément pour répondre. Et Jean-Marc est policier à Rouen, à la brigade anti-criminalité. Et souvent, on dit que les flics sont... souvent, on les critique. Et il est extrêmement cultivé. C'est une encyclopédie vivante de l'histoire, vraiment. Quelle est la période de l'histoire qui vous intéresse particulièrement? Toute l'histoire m'intéresse en général, mais j'ai une préférence pour la Révolution française et le Premier Empire, qui sont vraiment des périodes déterminantes pour la France, par extension pour l'Europe et même pour le monde, quand on voit toutes les conséquences qui en sont découlées. Vous êtes au commissariat ou dans la rue, vous? Je suis un policier de terrain. Donc vous êtes dans la rue? Dans la rue. Non. Alors quand est-ce que vous révisez? Quand est-ce que vous travaillez? Enfin, voilà. J'ai le temps de lire, je lis énormément. Pour moi, la lecture, c'est la première culture générale, parce que le reste, la télévision, des bonnes émissions, c'est très bien, l'informatique, c'est très bien aussi, mais la lecture, pour moi, c'est vraiment prioritaire. J'ai tendance à dire que trop d'images, d'une imagination. En tout cas, on est content de vous compter parmi les téléspectateurs Merci. de France 3 et de France Télévisions. Il y en a un autre qu'on est content de compter parmi nous, c'est Olivier Mine, avec l'Ouest. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Expliquez-nous votre lien avec l'Ouest. Vous avez une grande tante je suis à qui faisait des l'Ouest. crêpes. Très confraternellement, Anne me dit que je suis à l'Ouest. Elle n'a pas tout à fait tort d'ailleurs. Mais je suis fier, je dois vous l'avouer, de représenter ici l'Ouest et plus particulièrement la Bretagne. Voilà. Car par ma mère, je suis breton. Et je trouve que c'est une terre de France, la Bretagne, qui, contrairement à ce que certains ont cru devoir dire à une époque, est une terre d'accueil, est une belle terre, une terre au tellurisme évident, bien sûr. Vous voulez devenir sénateur dans la région, quoi? Parce qu'alors là, l'ode à la Bretagne est extraordinaire. Mais oui, mais je l'aime, que voulez-vous, cette terre-là. C'est le début d'une carrière politique. Et les crêpes, bien sûr, parce que, et un bon bol de chouchen, parce que moi, je bois le chouchen au bol. On le confirme donc, Olivier est à l'Ouest, effectivement. On va passer maintenant à la 5e série de questions. Elles seront consacrées aux grands explorateurs. Et oui, on va parler de Louis XVI, qui n'était pas grand explorateur, mais qui aimait se réfugier dans les bibliothèques, la tête plongée dans les livres de sciences. Il s'intéressait aussi à la géographie. Et aux à toutes les expéditions questions. scientifiques. Absolument. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais il est à l'origine d'une des plus grandes expéditions organisées jusqu'alors. Regardez. « 1785. Louis XVI confie une prestigieuse expédition scientifique au capitaine de la Pérouse. Le 1er août, le navigateur et son équipage quittent Brest pour le Pacifique à bord de 2 navires, la Boussole et l'Astrolabe. Le voyage autour du monde doit durer 4 ans. Mais en 1788, l'expédition disparaît mystérieusement. Depuis 25 ans, Alain Connan et ses équipes tentent de comprendre ce qui s'est passé. On appelle ça le mystère de la Pérouse parce que, imaginez-vous, même au 18e, 2 navires, la Boussole et l'Astrolabe, avec 220 personnes à bord, qui vont disparaître complètement. En 2005, sur le site de la première épave, les archéologues font une découverte exceptionnelle. Un sextant. Cet instrument de navigation confirme l'identification de la boussole, le navire commandé par la Pérouse. Et aujourd'hui, on sait que très peu de personnes se sont échappées de la boussole. On sait que s'il y a eu des survivants, c'est de l'astrolabe. On sait que les objets ramenés sont de toute évidence des objets français, donc il n'y a aucun doute sur l'origine, ça ne peut pas être remis en question. Et puis, autre découverte, par contre, la plus émouvante, c'est certainement le squelette retrouvé en 2003 et qui aujourd'hui n'est toujours pas identifié, mais on ne désespère pas avec les analyses ADN de le faire identifier un jour. Mais aujourd'hui encore, de nombreuses questions subsistent. Que sont devenus les survivants? Où sont-ils allés? Où sont-ils arrivés? Combien étaient-ils? Autant de questions que l'on se pose encore. C'est un vrai mystère.
Le mystère La Pérouse. Question numéro 21, elle vaut un point. Nous parlons maintenant des grands explorateurs. Louis XVI s'intéresse aux découvertes géographiques et aux questions maritimes. C'est pourquoi il confie au comte de La Pérouse le soin de continuer les travaux d'un navigateur qu'il admire. Ce dernier a mené plusieurs expéditions dans l'océan Pacifique et découvert la Nouvelle-Zélande. De qui s'agit-il? Réponse violette, Marco Polo. Réponse orange, Francisco Pizarro. Réponse rouge, Jacques Cartier. Réponse jaune, James Cook. Votez. Fin des votes. Question numéro 22, elle vaut 2 points. Journaliste et explorateur britannique, Stanley retrouve et sauve Livingstone en 1871. Il entre au service de l'Association africaine internationale et explore le fleuve Congo de 1879 à 1884. Il prend alors possession de sa rive gauche. Au service de quel souverain travaille-t-il? Réponse violette, l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne. Réponse orange, la reine Victoria du Royaume-Uni. Réponse rouge, le roi Léopold II de Belgique. Réponse jaune, le roi Alphonse II d'Espagne. Votez. Fin des votes. Question numéro 23, elle vaut 3 points. Vers 1520, le conquistador Hernán Cortés débarque au Mexique. Cette expédition va permettre de découvrir entre autres la tomate, le maïs et l'avocat. Quelle viande Cortés et ses hommes vont-ils ramener en Europe? Réponse violette, la pintade. Réponse orange, le dindon. Réponse rouge, le faisan. Réponse jaune, le lapin. Votez. Fin des votes. Question numéro 24, elle vaut 4 points. Le 3 août 1492, Christophe Colomb part de Palos à la recherche d'une route de l'ouest menant aux Indes. La première terre qu'il découvre est appelée Guanahani par les indigènes. Il la rebaptise San Salvador. Mais comment s'appelle aujourd'hui l'île qu'il nomme Hispaniola à sa découverte? Réponse violette, Porto Rico. Réponse orange, la Jamaïque. Réponse rouge, Cuba. Réponse jaune, Haïti. Votez. Fin des votes. Question numéro 25. Dans cette manche, il y en aura 6. Question numéro 25, elle vaut 5 points. En 1434, le navigateur portugais Gilles Hanech cherche une route vers les Indes au service d'Henri le Navigateur. Il parvient à passer un cap longtemps considéré comme la limite méridionale du monde et réputé infranchissable. De quel cap s'agit-il? Réponse violette, le cap de Bonne-Espérance. Réponse orange, le cap des Aiguilles. Réponse rouge, le cap Griné. Réponse jaune, le cap Bojador. Votez. Fin des votes. Et enfin la question numéro 26 qui, elle, vaut 10 points. On commence, oui, à faire monter le stress et la sélection. En 1494, un traité est signé entre le Portugal et l'Espagne concernant le partage du Nouveau Monde. La ligne de marcation est déplacée plus à l'ouest des îles du Cap-Vert. L'Espagne possède ce qui se situe à l'ouest et le Portugal ce qui est à l'est. Quelle ville d'Espagne donne son nom à ce traité? Réponse violette, Fuensaldaña. Réponse orange, Tordesillas. Réponse rouge, Mojados. Réponse jaune, Tolède. Votez. Fin du vote et donc fin de cette manche consacrée aux explorateurs. Alors,
réponse de la question 21. La question était qui était ce navigateur que Louis XVI admirait? On regarde ce que vous avez dit. Alors là, il n'y a quasiment que des réponses jaunes. Mais comment vous savez ça? Je n'en reviens pas. Moi, je ne savais pas, par exemple. Et c'est la bonne réponse. Par James élimination. Cook. Parce que. Moi, je peux donner la réponse. Moi, je peux donner la réponse. Non, je veux Tu dire sais, que- moi, je peux dire pourquoi on sait ça. Oui. Parce qu'on a regardé tous un très beau documentaire sur France 3 consacré précisément à l'ensemble de ces expéditions et que grâce à ça, on s'est cultivé. Alors là, cette Françoise Laborde, elle est très bien. Anthony Rollet. C'est le premier explorateur qui est en fait qui part pour des voyages, des mobiles scientifiques. Mais il part tout simplement parce qu'il est missionné pour aller observer ce qui est la grande passion, ce qui a été dit dans le documentaire, la grande passion du temps, les phénomènes astronomiques. Ouais. Et là, il part pour Tahiti parce que c'est la meilleure position, pense-t-on à l'époque, pour observer le passage de Vénus sous le Soleil. Donc c'est de l'expédition scientifique qui se transforme du coup en découverte. Voilà. Question numéro 22, enfin la réponse maintenant. La réponse. Alors, au service de quel souverain travaillait Stanley? On vérifie Couleur. tout de suite. Beaucoup de rouge, un peu d'orange. Ah, une réponse violette quand même. C'est Mais c'est pas extraordinaire. la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse rouge. Le roi Léopold II de Belgique. Comment? On va aller maintenant à la question numéro 23. Les réponses. Ah oui, un petit mot, oui. Non, juste un petit mot sur Léopold II, parce que c'est quand même un cas un peu particulier, puisque c'est un des rares cas d'empire personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas la Belgique qui se lance au départ à la conquête du Congo, mais c'est véritablement Léopold II qui va en rester l'empereur à titre personnel jusqu'en 1908, et seulement à ce moment-là, à la suite d'une campagne, parce qu'il a une exploitation extrêmement féroce en Afrique, et Joseph Conrad écrira un très beau livre là-dessus, Au cœur des ténèbres, seulement à ce moment-là, il en fait don à son royaume, qui était assez réticent au départ pour des raisons fiscales, pour des raisons de crainte de devoir payer pour la colonie. Donc un cas très particulier de conquête, en l'occurrence au moment où se constituent les empires coloniaux. On va maintenant répondre à la question numéro 23. Quelle viande Cortés et ses hommes ramènent-ils d'expédition? Qu'avez-vous répondu? Y a-t-il un arc-en-ciel? Non, c'est pas vraiment un arc-en-ciel. Beaucoup de réponses orange. Et vous avez raison, c'est effectivement le dindon. La réponse à la question numéro 24. Comment s'appelle aujourd'hui l'île Espagnola? Espagnola, vous m'excusez, j'ai pas un accent espagnol terrible. Hein. Non, pas terrible. vous n'avez non. pas fait je m'entraînais pour la l'espagnol en prochaine seconde fois. langue. Et non. Bon. On regarde tout de suite vos réponses colorées. Du jaune, du rouge, orange, violet. Bah, la bonne réponse, c'est le jaune. Haïti, bien sûr. Hélène Papadopoulos. Ah, les voyages de Christophe Colomb. Il est mort en ignorant absolument qu'il avait découvert un nouveau continent. Il n'a jamais su qu'il avait découvert ce que communément on a appelé l'Amérique. Et je vous rappelle également que son expédition avait été financée par la reine Isabelle la catholique et que le voyage a duré très longtemps, il a duré 2 mois et demi, et elle avait fait le vœu de ne jamais changer sa chemise de nuit tant qu'elle n'aurait pas des nouvelles de Christophe Colomb. La chemise de nuit à l'origine était blanche. Au bout de 2 mois et demi, elle n'était plus blanche, mais la couleur de la chemise de nuit est devenue un mot pour qualifier la robe des chevaux. Quand on parle d'un cheval qui a une robe Isabelle, eh bien, ça fait référence à la longue attente de la reine Isabelle la catholique d'avoir des nouvelles de Christophe Colomb. Et ça vous plaît bien ça, Ève Ruggieri, hein? Oui, mais c'est un très mauvais gouverneur, parce que cette même reine qui avait armé sa 2e et 3e expédition l'a fait mettre au fer, lui a envoyé une sorte d'inspecteur et l'a fait mettre au fer quand il est rentré. Donc on lui a repris toutes ses possessions, toutes les terres qu'il avait découvertes et dont il touchait les revenus ont été reprises par Isabelle la catholique. Et bon, elle est morte peu après, ça s'est arrangé pour Christophe Colomb. J'aime bien quand vous me parlez comme ça, j'ai l'impression que vous me racontez une histoire, vous savez. Oui, oui, mais j'aime beaucoup Christophe Colomb. La réponse maintenant à la question numéro 25 qui valait 5 points. Quel était donc ce cap réputé infranchissable? Vos réponses. Beaucoup de violet. Vous pensez que c'est le cap de Bonne-Espérance? Eh ben non, c'est pas ça. La bonne réponse est la réponse jaune, le cap Beaujade. Jacques Marseille, que faut-il savoir sur ce cap? C'est vrai que c'était une question un peu difficile. C'est vrai qu'on date toujours la découverte des nouveaux mondes par Christophe Colomb
En fait, ce sont les Portugais qui ont été les premiers à tenter la grande aventure. Le grand siècle portugais, c'est le XVe siècle. Et pour montrer à quel point l'importance de ce cap était dans la légende, considéré comme infranchissable, comme un gouffre derrière, comme les clous des navires se déchaussaient, il y avait des eaux bouillonnantes. Donc il fallait avoir une sorte d'envie, de courage pour oser franchir ce cap qui était extraordinaire. Maintenant, la réponse à la question numéro 26, celle qui valait 10 points. Quelle ville d'Espagne donne son nom au traité entre le Portugal et l'Espagne, justement? On vérifie tout de suite. Qu'avez-vous décidé? Une majorité encore une fois. Réponse orange. Et vous avez bien fait, ouais, car la bonne réponse, c'était bien Tordesillas. Tordesillas. Anthony Rollet. Ben alors, pour le coup, je suis épaté qu'il y en ait autant qui aient trouvé Tordesillas parce que ça nous semblait une question difficile. Ouais. C'est la première mondialisation. À l'ouest, les Espagnols vont jusqu'au milieu du Brésil et de l'Australie qu'on ne connaît pas à l'époque, mais théoriquement c'est ça. Et à l'est, ils vont jusqu'à Canton, jusqu'à Formose, qu'on connaît très bien, et c'est bien pour ça que ça passe par là, pas par hasard, et jusqu'à Manille. Et évidemment, il y a 3 exclus là-dedans, ce qui vous permet de comprendre pourquoi il y a des pirates et des guerres maritimes, les Français, les Anglais et les Hollandais. Et cette mondialisation-là déclenche des guerres de 150 ans. Et à l'issue de cette dernière manche de la première partie de notre émission, nous allons faire le point sur les scores, c'est très important. En cette fin de première partie, le trio de tête reste inchangé. La Normandie, Paris-Île-de-France-Centre et la Réunion. Mais les autres régions n'ont pas encore dit leur dernier mot. Avec 55 points, Thomas Carrère domine toujours la catégorie Grandes Écoles. De son côté, Stéphane Bern s'accroche à son trône. Quant à la catégorie téléspectateurs, Jean-Marc Mazy, il nous vient de Normandie, il enregistre le meilleur score de tous nos candidats avec 65 points. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse tout à l'heure, eh bien vous avez une nouvelle chance de remporter l'écran plat de 107 cm que l'on vous offre. Et pour ça, il faut répondre... Non, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Je ne peux pas jouer, oui. Non, ma famille non plus. C'est comme ça, je refuse. Il faut répondre à cette question. Qui fut le plus jeune président de la République française? Réponse 1, Louis-Napoléon Bonaparte. Ou alors réponse 2, Valéry Giscard d'Estaing. Vous composez le 32-43 ou alors vous tapez 1 ou 2 au 63-003. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Maintenant, place à la deuxième partie du grand tournoi de l'histoire. À chaque question, les 2 moins bons scores de chaque catégorie seront éliminés. Les 8 derniers candidats encore en lice participeront au final du grand tournoi de l'histoire, mais que les éliminés se rassurent, ils n'auront pas tout perdu. Le CIC est heureux d'offrir à chacun des candidats ce magnifique livre d'art consacré à l'Hôtel des Invalides, ainsi qu'un pack mobile avec son téléphone 3G sans engagement. Question numéro 27. Napoléon Bonaparte devient empereur des Français en 1804. À partir de 1805, il remporte un grand nombre de victoires. Mais laquelle de ces batailles perd-il? Donc j'insiste bien, nous allons vous demander d'identifier la bataille perdue dans les 4 que nous allons citer. Réponse violette. La bataille de Friedland. Réponse orange. La bataille de Leipzig. Réponse rouge. La bataille d'Eylau. Réponse jaune. La bataille d'Iéna. Votez. Vote et maintenant réponse immédiate. La compétition devient rude. On regarde tout de suite la réponse. Voyons-les. Des estrades quasiment toutes oranges. Et c'est la bonne réponse, c'était la bataille de Leipzig. Anthony Rollet. Parlez-nous un petit peu. C'est ce qu'on appelle la bataille des nations. La défaite inattendue de Napoléon, au bout de 3 jours de combat, a montré que l'armée française était, pour la première fois, largement à la portée de ses adversaires. Voilà. C'est pour ça que les Allemands en feront la clé de leur nationalisme. C'était une question à 20 points et l'on va découvrir maintenant qui sont ceux qui nous quittent. Voici les 8 premiers éliminés. L'Alsace perd déjà 2 candidats.
Nicole Croisy et Jean-Luc Moreau nous quittent également. La Normandie est toujours en tête, mais la Réunion rattrape déjà son retard. La question numéro 28. Attention, il va y avoir autant d'éliminés avec le résultat de la prochaine question. Elle vaut 20 points. Et la voici. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux entrent en crise et les mouvements indépendantistes se développent. La France connaît alors plusieurs vagues de décolonisation. Lequel de ces pays accède à l'indépendance en 1960 ? Réponse violette, la Guinée. Réponse orange, le Maroc. Réponse rouge, le Sénégal. Réponse jaune, la Tunisie. Votez. Fin du vote et réponse immédiate. Quelle couleur avez-vous choisi? On le découvre tout de suite. Le rouge, apparemment, une majorité de rouge. Et la réponse était effectivement le Sénégal. Vous aviez raison. Bonne réponse. C'est bien le Sénégal qui accède à l'indépendance en 1960. Jacques Marseille. Ce que fait le général de Gaulle, c'est qu'il pense qu'on peut établir une communauté avec les pays d'Afrique noire. La Guinée va refuser cette communauté, le Sénégal va l'accepter avec ce personnage, Léopold Sédar Senghor, qui a créé en 1935 le mouvement de la négritude, grand homme de lettres, qui a été plusieurs fois ministre sous la 4e République et qui va devenir le premier président du Sénégal et créer ces liens qui existent toujours, qui subsistent toujours entre la France et l'Afrique noire. On va maintenant découvrir qui sont ceux qui sont éliminés. Encore 8 éliminés, cette fois-ci c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui perd 2 candidats, dont Hermine de Clermont-Tonnerre. Plus que 8 points d'écart entre la Normandie et la Réunion, alors que la Corse et la Méditerranée remontent vers la tête du classement. Les élections législatives de 1879 voient triompher les Républicains et marquent l'installation définitive de la République en France. Quel symbole de la République française est officialisé cette année-là? Réponse violette, le drapeau tricolore comme drapeau français. Réponse orange, le 14 juillet comme jour de fête nationale. Réponse rouge, la Marseillaise comme hymne national. Enfin, réponse jaune, la devise liberté, égalité, fraternité. Votez. Fin du vote et réponse immédiate. Avez-vous bien choisi? Je l'espère. On regarde tout de suite vos réponses. C'est assez patchwork, hein, finalement. Et la bonne réponse, c'est la réponse rouge, la Marseillaise. Qui devient l'hymne national. Alors, on va voir maintenant qui nous quitte. Parmi les 8 éliminés, 3 représentants de la Méditerranée, dont Isabelle Alonso. Olivier Mine, quant à lui, retourne en Bretagne. Pour la première fois de la soirée, la Normandie cède la tête du classement à l'île de la Réunion. La Corse, elle, se rapproche dangereusement. Question SMS? Absolument, c'est votre dernière chance pour remporter, je rappelle quand même, c'est pas mal, oui, un écran plat, 107 cm. 107 cm, dites donc. Ça peut être bien dans le salon, ça peut décorer, ça peut être utile. En tout cas, il faut répondre à cette question. À bord de quel navire Louis-Antoine de Bougainville traverse-t-il le Pacifique pour rejoindre l'île de Tahiti en 1768? Réponse 1, la Boudeuse. Réponse 2, la Pinta. Pour jouer avec nous, vous composez le 3243 ou alors vous tapez 1 ou 2 par SMS. Il n'y a qu'un seul numéro, 63003. Et encore une fois, le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Croisez les doigts. Nous allons maintenant passer à une nouvelle question éliminatoire. Elle vaut 20 points. C'est la question 30. Paris est libéré le 25 août 1944. Mais quelle est la première ville de France métropolitaine libérée le 9 septembre 1943? Réponse violette, Saint-Raphaël. Réponse orange, Avranches. Réponse rouge, Ajaccio. Réponse jaune, Bayeux. Votez.
Fin des votes, réponse immédiate, sanction immédiate. C'est dur ce jeu. Hein. Eh oui, mais on se rapproche de la finale, Voilà. c'est normal. La bonne réponse, c'est la réponse rouge, c'est Ajaccio qui a été libéré en premier. Alors là, Jacques Marseille. C'est vrai que les Corses protestent souvent dans les manuels d'histoire parce qu'on ne met pas Ajaccio comme première ville libérée, et Oui, ils ont raison. Il faut rappeler un peu cette histoire. À la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942, les Italiens et les Allemands occupent la Corse. La résistance se développe en Corse et les Alliés débarquent en Sicile et font chuter l'Italie. La résistance corse se soulève et le 9 septembre, la résistance corse libère Ajaccio. Quelques jours après, les Goumiers d'Afrique du Nord débarquent en Corse et les aident à reprendre le contrôle de l'île. C'est bien les Corses qui se sont les premiers libérés, il faut le rappeler. Voyons donc maintenant ceux qui sont éliminés, les 8 éliminés de cette manche. Avec ces nouveaux éliminés, l'Alsace et la région Méditerranée n'ont plus de candidats. Éric Emmanuel Schmitt et Ève Ruggieri nous quittent également. La Normandie perd encore une place au profit de la Corse, qui talonne désormais l'île de la Réunion. Question 31, toujours 20 points. Zeus est le dieu de la lumière céleste. Assimilé à Jupiter chez les Romains, il gouverne la pluie, la foudre, les saisons, le jour et la nuit. Sa légende comprend un grand nombre d'unions avec des divinités comme avec des mortels, d'où naissent des dieux et des héros. Mais qui naît de la cuisse de Zeus? Réponse violette, Aphrodite. Réponse orange, Dionysos. Réponse rouge, Héraclès. Réponse jaune, Athéna. Votez. Fin des votes et résultat immédiat. Je vois que la solidarité entre équipes maintenant fonctionne bien. Vous avez appris à jouer ensemble, ça c'est formidable. Alors, les résultats. Vérifions cette réponse qui va sanctionner 8 d'entre vous. Il y a encore une réponse violette là-bas, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse orange et c'est Dionysos. Certains s'accrochent bien. Hein. Voyons donc maintenant ceux qui sont éliminés, les 8 éliminés de cette manche. Avec ces nouvelles éliminations, de nombreuses régions ne sont plus représentées. On souhaite de bonnes vacances à Sophie Talman et Stéphane Bern. La Réunion, qui garde encore tous ses candidats, caracole toujours en tête du classement. Question numéro 32, elle vaut 20 points. Vous ne serez plus que 8 participants et donc finalistes en fait, ensuite à rester en cours. Le 21 avril 1944, la France est l'un des tout derniers pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes. Les Françaises usent de ce droit pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Quel pays, je dis bien quel pays, a été le premier à accorder le droit de vote aux femmes? Réponse violette, la Nouvelle-Zélande. Réponse orange, les Philippines. Réponse rouge, le Danemark. Réponse jaune, l'Australie. Votez. C'est la fin des votes et donc aussi la fin de la manche. Je vous rappelle que bientôt 8 d'entre vous seront les derniers éliminés et nous aurons donc les finalistes du grand tournoi de l'histoire. En attendant, quel a été ce pays qui s'est montré extrêmement intelligent et visionnaire en accordant le droit de vote aux femmes? On visionne tout de suite vos réponses en couleur. Ah, c'est intéressant. Et la bonne réponse, c'est la réponse violette, c'est la Nouvelle-Zélande. Nous allons maintenant découvrir les 8 éliminés et surtout, par la même occasion, les 8 finalistes du grand tournoi de l'histoire. À l'issue de cette 6e question éliminatoire, nous connaissons enfin les 8 finalistes du grand tournoi de l'histoire. Anne Roumanoff et Françoise Laborde n'en font pas partie. La Réunion et la Corse, avec chacune 3 candidats toujours en compétition, vont se disputer la tête du classement.
Et voici donc les finales tant attendues. Ces finales vont se dérouler par catégorie, téléspectateurs, personnalités, centraliens et élèves de terminale. Nous aurons donc, à l'issue de ce jeu, 4 gagnants qui partiront en voyage, puis un grand gagnant au score ou à la rapidité, et bien entendu aussi une région victorieuse. Alors, les 2 participants à cette finale des téléspectateurs sont Nabil et Gérard. Nabil, quel thème avez-vous choisi? Puisque dorénavant, ce sont les participants qui choisissent eux-mêmes le thème sur lequel on va les interroger. J'ai choisi la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie. Et vous, Gérard? La Révolution française. Très bien. On va donc commencer avec les questions relatives à la guerre d'Algérie. Vanessa. Pour 40 points, Nabil, lors d'une opération des services secrets, le gouvernement français s'empare des principaux chefs du FLN. Parmi eux se trouve le futur président de la République algérienne. De qui s'agit-il? Je crois qu'il s'agit d'Ahmed Ben Bella. Bonne réponse, Nabil. 40 points pour vous. Vous passez donc à 212 points. Question à 60 points. Le 21 avril 1961, des régiments de légionnaires et de parachutistes occupent la ville d'Alger et lancent un putsch contre l'État. 4 généraux sont à l'origine du putsch. Raoul Salan, Edmond Jouot, Maurice Chal. Quel est donc le nom du 4e? Zeller. Vous me trouvez le prénom? Je l'ai oublié, mais c'est Général Zeller. C'est juste, la réponse était André Zeller. Et alors là, attention, concentrez-vous bien, tout peut basculer. 100 points en jeu, Nabil. Attention. Le 1er novembre 1954, des commandos du Front de Libération Nationale entrent en action dans toute l'Algérie. Ces attentats font de nombreuses victimes. Comment est surnommé cet événement? La Toussaint Rouge. Bien joué, Nabil. C'est encore une bonne réponse. 100 points de plus, ce qui donne une confortable avance, 372 points. Nabil, vous venez de ramasser 200 points avec ces 3 réponses. Bravo. Yves, peut-être un petit commentaire quand même, parce que ça a été un conflit extrêmement douloureux, aussi bien pour l'Algérie que pour la France. Et ce qui peut être intéressant à considérer du point de vue de cette guerre, c'est l'ensemble des incidences que ça va avoir, pas seulement sur le plan militaire, comme on le fait souvent, sur le plan humain bien sûr, mais aussi sur le plan institutionnel, création d'un État, changement de régime chez nous avec la création de la Ve République, et aussi peut-être en même temps transformation en termes de génération politique, puisque ça va être le moment qui va faire émerger aussi bien une élite politique en Algérie qu'une élite politique en France. Voilà, nous allons repartir maintenant avec une série de questions pour Gérard consacrées à la Révolution française. Là encore, 40, 60, puis 100 points Gérard. La première question est la suivante. Le 17 juillet 1789, Louis XVI est acclamé par la foule devant l'hôtel de ville car il a rappelé Necker à son poste. Le maire Bailly lui remet un objet symbole de la monarchie et de la ville de Paris. De quel objet s'agit-il? La cocarde tricolore. C'est une bonne réponse. Pour 60 points, Gérard, sous quel nom le duc Philippe d'Orléans vote-t-il la mort du roi à la Convention, bien qu'il soit son cousin? Philippe Égalité. Bonne réponse. Question à 100 points. Si vous répondez à cette question, vous remportez la manche. Homme politique auvergnat proche de Maximilien Robespierre, élu président de l'Assemblée en 1793, il lutte avec une extrême rigueur contre les hébertistes et les dantonistes. Paralysé des jambes, il se déplace sur une chaise roulante et sera porté à bout de bras à l'échafaud en 1794. De qui s'agit-il? Couthon. Son prénom? Je me souviens plus du prénom de Couthon. Alors c'est bien lui, il s'appelait Georges. Les problèmes sur les prénoms. Gérard, vous êtes donc le premier gagnant de cette soirée. Deuxième finale de ce grand tournoi de l'histoire qui oppose 2 personnalités. Nous avons Françoise en finale, Françoise Vergès et Mathieu Delarive. 2 îles qui vont s'opposer. Oui, alors qui vont s'opposer l'un et l'autre. Mathieu, vous avez choisi
La Seconde Guerre mondiale. Oui, je vous rassure, c'est bien ça. Et Françoise? L'histoire de l'esclavage. Bien entendu, puisque c'est votre spécialité. Première question à 40 points pour vous, Mathieu. En juin 1941, les Allemands tentent d'envahir l'Union soviétique. La Wehrmacht, d'abord victorieuse face à une armée rouge démoralisée, se trouve bloquée par l'hiver avant d'atteindre Moscou. Quel nom de code est donné à cette opération? Je dirais que ce serait... Opération Barberousse. Alors c'est l'opération Barberousse. C'est ça, hein. C'est marrant, ça m'est revenu. Intitulé exactement Barbarossa. Pour 60 points, Mathieu. Oui. Quel événement important a lieu le 30 avril 1945? Je pense que c'est le suicide d'Hitler. Bonne réponse. « 262 points pour vous. Question à 100 points. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaque par surprise la base américaine de Pearl Harbor. Oui. Quel chef de gouvernement japonais décide de cette attaque? Est-ce que ce serait... Hirohito? L'empereur, non? C'est une mauvaise réponse. Ah, il en fallait une. Ah oui. C'est dommage. J'ai insisté. Hein. Gouvernement, Chef oui. de gouvernement. Vous avez dit gouvernement, mais là, Voilà. c'était pointu. Et la bonne réponse était Hideki Tojo. Donc vous augmentez sur votre le bout de Hideki la langue. Tojo, oui, que Bien vous sûr, avez certainement bien connu. Bien sûr. Vous venez quand même de gagner 100 points. Écoutez, ça me fait plaisir. Merci. On va donc maintenant passer aux questions concernant l'esclavage avec vous, Françoise Vergès. Et une première question à 40 points. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, un esclave romain est livré au lion pour s'être enfui de chez son maître. Or, le lion, qu'il a jadis soigné, le reconnaît et se couche à ses pieds. Il est alors gracié par l'empereur. Comment s'appelle cet esclave? Aucune idée. Prenez un petit peu de réflexion, un petit peu de temps. Il y a 40 points en jeu. Non. Androclès. La réponse Androclès. était Androclès. Non, pas du tout. Maintenant, la question à 60 points, Françoise. Sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies en 1848, il contribue à faire adopter le décret sur l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Une ville de Martinique porte son nom. De qui s'agit-il? Victor Schœlcher. C'est une bonne réponse. Avec 60 points dans votre escarcelle. Enfin, dernière question à 100 points, cette fois-ci. À l'Antiquité, les esclaves affranchis de Delphes inscrivent leur nom sur le mur qui soutient le temple d'Apollon. Ainsi, ils sont sous la protection du dieu et personne ne peut revenir sur leur affranchissement. Quel nom porte ce mur? Non, je me... Si vous êtes tenté, allez-y. Hein. Non. Alors la réponse est le mur polygonal. La réponse est le mur polygonal. Alors en tout cas, c'est Mathieu Delarive qui ce soir est le deuxième gagnant de cette émission. Bravo. Et maintenant, nous allons passer à la troisième finale. Alors, les écoles centrales, avec deux participants, Pierre-Édouard, voilà, et Thomas. Pierre-Édouard, vous avez décidé de répondre à des questions sur... Sur Beethoven. Oui, c'est bien ça. Et vous, Thomas, sur... Je crois l'histoire de France, des rois de France, pardon. Pas du tout. Moi, j'ai la Voilà, 5e c'est pour ça. République. Eh bien, ça me va très bien aussi. Ah, ça vous va? Ah, bah, voilà, il est très... Je suis conciliant, je suis conciliant. Ils sont incroyables, ces centraliens. Vous voulez nous donner une petite question à 40 points sur Beethoven? Pour 40 points, Pierre-Édouard, comment s'intitule l'unique opéra composé par Ludwig van Beethoven? On respire. Allez-y. Il me semble que c'est Fidelio. Bonne réponse.
pour 60 points maintenant. En 1804, Beethoven compose sa 3e symphonie qu'il intitule Héroïque. À quel homme célèbre est-elle initialement dédiée? À Napoléon Bonaparte. C'est une bonne réponse. Les 100 points. Attention, là, c'est une question importante. Hein. Quel compositeur, dit au jeune Ludwig van Beethoven, dont il est le maître, vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs et plusieurs âmes? Il me semble que c'est Joseph Haydn. Bonne réponse. Points pour vous. C'est ce qu'il va falloir battre si vous voulez remporter cette épreuve. On va maintenant passer aux questions relatives à la Ve République avec vous, Thomas. Pour 40 points, Thomas, qui inaugure la nouvelle fonction de Premier ministre auprès de Charles de Gaulle en janvier 1959? C'est une bonne question. Hein. Prenez votre temps. Bon, je vais dire Debré. Prénom? Prénom. Ah, par contre, je ne me souviens plus du prénom. Hein. Michel, peut-être? C'est Michel Debré, le père de la Constitution. Question à 60 points. Contre qui Georges Pompidou remporte-t-il le 2e tour des élections présidentielles en 1969? Poher? Ça reste bon. Alain Poher. Plusieurs fois président du Sénat. Et enfin, dernière question à 100 points. Alors, attention. Vu les scores, si vous répondez à cette question, vous gagnez. Respirez un bon coup. Alors, de quel parti politique Valéry Giscard d'Estaing est-il le leader avant son élection à la présidence de la République en 1974 ? Je vais dire l'UDF. Et non. Vous venez de perdre cette finale. C'était le Parti des Républicains Indépendants. L'UDF est le parti qui contribuera à créer. Les participants à notre dernière finale sont Lésia. Lésia, vous allez intervenir sur quel thème ? La crise de Cuba. Absolument. Et Xavier Paul sur... Vous allez me le dire. Mythologie égyptienne. Voilà. Ça vous va ? Ça ira. Vous prenez, c'est très bien. Allez, on démarre avec une première question à 40 points sur la crise de Cuba. Militaire et homme d'État cubain, il instaure une dictature en 1954, mais chassé par le mouvement révolutionnaire de Fidel Castro dans les derniers jours de 1958. De qui s'agit-il ? Fernando Allende, non ? Vous avez répondu trop vite. Eh oui. Non. Et une mauvaise réponse est définitive. Batista. Ah, exact. Fulgencio. Question à 60 points maintenant. Prenez votre temps cette fois. Oui, prenez votre temps. Vous avez un peu de temps au final pour répondre. Hein. En 1961, les Américains font débarquer les anticastristes sur l'île de Cuba. Cette opération se solde par un échec. À quel endroit précis du sud-ouest de l'île se déroule-t-elle ? La baie des Cochons. C'est une bonne réponse. Playa Gijón, très exactement. Alors les rien n'est perdu, là la question vaut 100 points. Comment s'appelle l'opération lancée par Nikita Khrouchtchev, consistant à installer des soldats, des missiles et des véhicules blindés sur l'île de Cuba en mai 1962 ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Non, c'est l'expression de ça qui me fait rire. Lésia. Le nom de cette opération. Opération des fusées. Pardon ? Opération des fusées. Non. Alors je vois pas. Et non.
Opération Anadir. Vous comptabilisez quand même 187 points. Xavier Paul, avec un questionnaire sur la mythologie égyptienne. Une première question à 40 points. Quel dieu égyptien est tué et découpé en 12 morceaux par son frère Seth? Osiris. J'ai même pas le temps de terminer les questions. Ah pardon. C'est une bonne réponse. Alors, je la lis maintenant jusqu'au bout. Est découpé en 12 morceaux par son frère Seth avant d'être ressuscité par Isis, sa sœur et femme. La réponse était donc bien Osiris. Question à 60 points. À compter de la 5e dynastie, les pharaons incarnent les fils de Ra, dieu du soleil. Jusqu'alors, de quel dieu étaient-ils les représentants sur Terre? Je dirais Amon, mais... Horus. Ah. La réponse était Horus. Dernière question. À 100 points, qui sont les parents des dieux égyptiens nommés Osiris, Isis, Seth et Nephthys? Qui sont les parents des dieux égyptiens nommés Osiris, Isis, Seth et Nephthys? Je dirais la terre et le ciel. C'est mignon. Geb et Nout. Ouais, c'est ça. Mais apparemment pas le ciel et la terre. Vous voulez quand même prendre votre prix, ça vous dit? Oui, ça va. Eh bien alors on va vous applaudir. Premier prix de la soirée, dans la catégorie téléspectateurs, Gérard Delmas. Il est venu tout spécialement de l'île de la Réunion. C'est Patrick de Carolis, président de France Télévisions, qui vient féliciter ce premier vainqueur. Félicitations. Alors il y a un diplôme, il y a aussi le voyage à Prague. Hein, c'eût été dommage de gagner un voyage pour la Réunion. Je suis très heureux d'avoir remporté ce diplôme et puis ce jeu. En tout cas, bravo, très sincèrement. Patrick, et oui. On va aussi applaudir tous les candidats ce soir qui ont témoigné de leur passion de l'histoire. Merci à tous. Et c'est une passion, moi, que je partage avec beaucoup de Français et de téléspectateurs. Et puis, je crois que quand on s'intéresse à l'histoire, on s'intéresse aux autres. S'intéresser aux autres, aller au-devant des autres, eh bien, c'est une des missions du service public, comme c'est une des missions, ce que nous avons fait ce soir, de rendre la culture accessible. Et en plus, quand on a des passeurs comme ça, des historiens formidables qui savent raconter l'histoire, eh bien, c'est un vrai régal. J'ai pris beaucoup de plaisir. Puis quand on a des candidats qui ont autant de bonne humeur, c'est un vrai plaisir. En tout cas, on a passé là une belle soirée. Merci infiniment. Deuxième candidat récompensé dans la catégorie personnalité, c'est le comédien Mathieu Delarive qui l'emporte. Écoutez, j'étais très heureux de participer à cette émission. J'ai surtout été très fier de défendre les couleurs de la Corse. Mathieu Delarive est le gagnant des personnalités ce soir. Applaudissez-le. Merci. Félicitations. Le meilleur des lycéens ce soir, Xavier Paul Lepelletier. Et c'est notre historienne Hélène Papadopoulos qui lui remet son diplôme. Alors je suis très heureuse de vous remettre déjà votre voyage que vous avez bien gagné. Et puis un très joli diplôme en attendant le bac au mois de juillet. Félicitations. Bravo Xavier Paul, bravo. Pour les grandes écoles, Pierre-Édouard Shea l'emporte. C'est Michel Lucas, ancien élève de l'école centrale, qui lui remet son diplôme. Je dirais que le CIC est très heureux de s'associer à cette soirée pour plusieurs raisons. D'abord, s'associer à FR3, nous sommes aussi une banque régionale et nous sommes, disons, très ouverts sur l'international, mais d'abord dans nos régions. Et puis, être associé à l'éducation nationale, je trouve que c'est une bonne référence pour moi qui ai, disons, fait un certain nombre d'études. Et je dirais que si l'éducation nationale n'avait pas été là, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je ferais. Donc, merci à FR3, merci à l'éducation nationale et à vous tous en tant que tel. On a été rebaptisé France 3, mais moi aussi j'ai regardé FR3 quand j'étais petit. Un petit mot quand même de Pierre-Édouard. Oui, je voudrais
dire aux personnes qui ont rédigé les questions que vraiment c'était pas toujours facile et que ça nous a appris, en tout cas pour moi, plein de choses ce soir et c'était le principal. Et maintenant, le classement de l'ensemble des régions. Pour cette première édition du Grand Tournoi de l'Histoire, c'est l'équipe de l'île de la Réunion qui se hisse sur la première marche du podium, devant la Corse et Paris-Île-de-France Centre. Et c'est Geneviève Giard, directrice générale de France 3, qui va donc vous remettre votre prix. Et je suis ravie, au nom Geneviève. de la chaîne, de vous remettre ce trophée que vous avez tous évidemment bien mérité. Et France 3 est la chaîne des régions. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Réunion n'est pas une région de France 3, mais c'est une région de RFO, et RFO est au cœur du groupe France Télévisions. Donc bravo. Tiens, c'est le petit qui va le prendre là, il est jeune. Allez hop. Voilà. Très bien. Voilà. Enfin, le grand champion, le meilleur, toutes catégories confondues, vous le connaissez déjà. Il s'agit de Gérard Delmas. C'est vous. Gérard Delmas, bravo. Patrick de Carolis nous rejoint pour vous féliciter. Voilà. Bravo. Je vais vous tenir le micro. Merci. Bravo, Patrick. Alors, Yves, vous avez déjà gagné un voyage pour Prague. Un deuxième voyage offert par le CIC, mais cette fois-ci c'était à Saint-Pétersbourg. Tout ça pour 2 personnes. Je ne sais pas si vous allez aller avec la même personne chaque fois. Je ne sais pas. C'est bien. Se prononce pas. En tout cas, bravo. Félicitations. Vous êtes le premier grand vainqueur de ce premier grand tournoi de l'histoire. Merci à vous, Vanessa. Merci Yves. Merci à vous tous. Merci au CIC. Merci à notre autre partenaire qui est le ministère de l'Éducation nationale. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. À tous ceux qui y ont participé, vraiment un très grand merci, très chaleureux pour leur gentillesse et leur patience. Et il faut qu'on s'avance un petit peu. Et puis nous allons vous donner rendez-vous l'an prochain, en 2007, pour un nouveau grand tournoi de l'histoire. On espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a été ravis de participer à cette émission. Et je vous dis tout de suite, en ce moment, le nom du gagnant de notre jeu SMS s'affiche. Alors félicitations et j'espère que vous regarderez le prochain tournoi de l'histoire sur votre écran plat. Merci Vanessa, à bientôt. À l'an prochain. Au revoir.